comme je le disais en introduction, une matinale d'ouverture. Et alors, nous ne cessons d'ouvrir. Et comme je le disais tout à l'heure avant la pause café, c'est avec grand plaisir et honneur que nous accueillons maintenant Jean-Marie Pelt avec ce sujet, vous l'aurez compris. Alors, c'est peut-être moins lisible sur les petites brochures d'annonce des programmes. Il y a un T majuscule, évidemment, à quelle terre pour demain. Et donc, on est passé de ce T minuscule à ce T majuscule. L'idée d'inviter Jean-Marie Pelt, c'est aussi, quand on lit plus jeune, en l'occurrence en 1990, le tour du monde d'un écologiste, et c'était un peu lui demander, l'inviter à faire à nouveau ce voyage avec nous. Vous publiez en 90 chez Fayard, donc ce tour du monde d'un écologiste. Vous allez partir, parce qu'il faut bien partir de quelque part, de Rodemack, un petit village lorrain, votre village natal, et vous allez parcourir l'ensemble des continents. Vous allez refaire ce tour du monde en 2005 avec le nouveau tour du monde d'un écologiste, mais bon, ce n'est qu'une partie de vos publications. Vous avez publié plus de 50 ouvrages, dont le dernier en coécriture, avec un fort lien d'amitié avec Pierre Rabhi l'année dernière, toujours chez Fayard. Il est difficile de vous présenter, c'est peut-être parfois même, je dirais, inutile, parce que beaucoup de monde vous connaissent déjà très bien. Vous êtes au départ docteur en pharmacie, vous êtes botaniste, vous êtes scientifique. Une partie de votre texte porte sur une forme de philosophie. Vous êtes évidemment écologiste, vous êtes président de l'Institut européen d'environnement. Vous avez aussi, votre engagement vous a porté aussi à vous inscrire dans le milieu politique. Vous avez été maire adjoint de Metz. Donc un ensemble de qualificatifs. Je rajouterai aussi, lors de nos conversations téléphoniques, que vous avez un grand sens de l'humour. Et l'humour est souvent défini comme une rupture de logique. Et une rupture de logique, c'est peut-être de ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour mieux réfléchir la Terre. Donc ce tour du monde d'un écologiste en 90, celui de 2005, et à nouveau le même exercice aujourd'hui, en quelque sorte, avec Quelle terre pour demain. Ces deux balises qui nous servent à réfléchir dans le temps. Effectivement, je parcourais quelques passages de celui de 90, donc de l'ouvrage de 1990. Effectivement, l'actualité a changé. Ce sur quoi se portaient les feux médiatiques, c'est pas tout à fait on n'est pas tout à fait dans la même ligne de mire aujourd'hui. Il y a des choses qui ont évolué en bien, d'autres en moins bien. C'est pour ça qu'il était nécessaire avec vous de refaire ce tour et d'avoir cette grande conférence finale d'ouverture. Et donc, j'aimerais rajouter un dernier qualificatif, parce que je vous en ai donné déjà beaucoup, c'est que vous êtes aussi un homme de défi, parce que d'autres, pour faire le tour du monde, ont eu 80 jours. Et vous, c'est 40 minutes. Ah, bon courage. Merci infiniment, sincèrement, de nous avoir rejoints. C'est avec grand plaisir que nous vous écoutons. Bien, merci beaucoup. Bonjour, chers amis. Oui, quand la question a été posée « Quelle terre pour demain ?», j'ai été interpellé par le mot « terre », parce que d'habitude, vous le savez bien, on dit « quelle planète pour demain ?» Mais terre, c'est effectivement plus chaud. Alors j'ai évoqué ce que mon ami Edgar Morin appelle la terre-patrie. La terre-patrie qui est en même temps notre mère-patrie. Donc la terre, c'est notre père et notre mère en même temps. Elle nous protège et nous sommes ses enfants. Et puis terre a évoqué aussi tout de suite les cris des marins de Christophe Colomb en 1492, quand après cette interminable traversée de l'Atlantique, ils ont vu la terre. Et ils ont crié « Terre, terre !» Et ils ont découvert les premiers Indiens d'Amérique du Nord. Et ça a été une rencontre décisive pour la suite de l'histoire, vous le savez bien. Mais je voudrais vous lire quelques phrases de Colomb à propos de cette découverte des Indiens, parce qu'elles nous éclaireront, ces phrases, pour la suite. Alors il dit ceci... Ils échangèrent de bon cœur avec nous tout ce qu'ils possédaient. Ils ne connaissaient pas le fer, leurs javelots sont faits de roseaux. Ils feraient de bons serviteurs. Avec 50 hommes, on pourrait les asservir tous et leur faire faire tout ce que l'on veut. Et puis, très enthousiaste, il ajoute dans une autre lettre
destiné à la reine d'Espagne, Isabelle de Castille. Il n'existe sur la terre aucun peuple qui soit meilleur, plus affectionné, plus affable, plus doux. Les Indiens aiment leurs prochains comme eux-mêmes. Ça ne l'empêche pas du tout, dans une autre lettre, de dire qu'il suffirait de lever le petit doigt pour les oxyre tous, pour tous les tuer. Ben, c'est ce qui s'est produit en fait, parce que lorsque ils ont débarqué sur l'île d'Hispaniola, qui aujourd'hui est Saint-Domingue et Haïti, il y avait, pense-t-on, à peu près un peu plus d'1 million d'Indiens sur cette grande île. Et 20 ans plus tard, eh bien, il en restait 15 000. Il y a eu un terrible génocide qui n'était pas dû d'ailleurs seulement à une persécution guerrière. C'est pas ce qu'ont recherché les premiers conquistadors. Ça a été dû aux maladies. La rougeole, la coqueluche, des maladies que les Indiens ne connaissaient pas et qui les ont emportés, d'autant plus qu'il avait noté qu'ils étaient assez fragiles et par conséquent de constitution pas très résistante à ces maladies. Donc le premier contact avec ce monde nouveau a été assez tragique. Et nous n'avons rien appris de ces Indiens, nous qui étions des Occidentaux très sûrs de notre supériorité dans le monde entier, que nous allions ensuite affirmer par les siècles qui ont suivi. On aurait pu apprendre beaucoup des Indiens. Il y a un bouquin qui s'appelle « Pieds nus sur la terre sacrée », qui est un très beau livre que je vous conseille. C'est un classique de l'écologie où un chef indien, Seattle, qui a donné son nom à la ville de Seattle, s'adresse au président des États-Unis, à Washington, qui veut acheter les terres des Indiens. Et alors, il écrit ceci, dans ce très beau texte que mon ami Pierre Rabhi a affiché dans sa chambre. « Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour mon peuple. Chaque aiguille de pin luisant, chaque grève sablonneuse, chaque écharpe de brume dans le bois noir, chaque clairière, le bourdonnement des insectes, tout cela est sacré dans la mémoire et la vie de mon peuple. La sève qui coule dans les arbres porte les souvenirs de l'homme rouge. Nous faisons partie de cette terre, comme elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos sœurs, le cerf, le cheval, le grand aigle sont nos frères, les crêtes de montagne, les sucs des prairies, le corps chaud du poney et l'homme lui-même, tous appartiennent à la même famille. » C'est vraiment dommage que nous n'avons pas pris conscience de cela plus tôt, parce que nous sommes, vous le savez bien, en grave rupture avec la nature et nous n'avons pas tellement le sentiment que la nature, c'est notre famille. Nous raisonnons comme s'il y avait d'un côté l'humanité et de l'autre côté la nature, en oubliant que notre corps, c'est la nature, et qu'on devrait dire que nous ne sommes pas en face de la nature, mais nous sommes de la nature et nous sommes dans la nature. Si ce raisonnement petit à petit, qui n'est pas seulement intellectuel, mais qui est aussi intuitif et qui est aussi affectif, s'imposait peu à peu, bon, il est probable, il est même certain, que nous causerions moins de dégâts à la nature et que nous n'aurions pas la crise écologique devant nous. Les Indiens n'ont pas de crise écologique parce qu'ils sont fusionnels avec la nature et parce qu'ils la respectent. Et parce que, à la différence des conquérants d'Amérique du Nord, quand ils voient un bison, pour s'en nourrir, ils le tuent et ils mangent tout. Ils mangent tout. Alors que les pionniers américains venant d'Europe et fonçant vers l'ouest,
vers l'océan Pacifique, faisait des cartons et alignait d'un seul coup des centaines de bisons qu'il laissait pourrir sur le sol. C'était pas pour s'en nourrir, c'était pour faire des cartons et pour faire des concours entre eux. C'est comme ça que nous avons traité à l'origine de ces conquêtes la nature, et c'est un peu comme ça que nous continuons à le faire, parce que depuis, en gros, la Renaissance, depuis Descartes, nous nous considérons, c'est lui qui parle, Descartes, comme les maîtres et les possesseurs de la nature. Nous avons intégré à notre grand projet de développement techno-industriel cette idée que la nature, nous devions l'exploiter. Et dans exploiter, il y a à la fois exploitant et exploiteur. Et dans exploitant, il y a l'idée qu'elle doit nous apporter des ressources. Alors nous avons effectivement exploité la nature. Et nous avons perpétré un certain nombre de massacres. On va prendre quelques chiffres qui sont très, très parlants. L'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, qui est le grand organisme qui suit l'évolution de la biodiversité pour l'ONU, dont le siège est à Gland en Suisse, nous a prédit, et comme ces prédictions par le passé ont été exactes, on peut penser qu'elles sont aussi exactes pour le futur, que nous allons perdre à l'horizon 2050 un amphibien sur 3, un mammifère sur 4 et un oiseau sur 8. Et que globalement, en biodiversité, nous perdons 5% de la biodiversité totale tous les 10 ans. C'est un chiffre effectivement terrifiant, parce que si nous perdons autant d'espèces, nous désarticulons, nous dégingandons, si vous voulez, les écosystèmes, provoquant des effondrements d'écosystèmes, dont le plus spectaculaire, c'est la destruction massive des forêts tropicales humides. Nous en perdons 130 000 km² par an, soit les 4/5 de la forêt française. Ce chiffre s'est un tout petit peu amélioré depuis qu'il y a cette prise de conscience très, très forte aujourd'hui, effectivement, dans le monde de l'érosion de la biodiversité, mais c'est un chiffre très important, naturellement. Et ce n'est plus seulement le Brésil qui est menacé, mais aussi beaucoup maintenant l'Asie du Sud-Est. Alors il y a la plantation des fameux palmiers à l'huile qui est très contestée parce qu'il y a parallèlement une déperdition très forte de la biodiversité. Mais ce chiffre est effectivement très inquiétant. Les océans. Alors les océans ont perdu 86% des populations de poissons qu'on pêche. 86%, c'est énorme. Et il y a un certain nombre d'espèces de poissons couramment pêchées qui sont à la limite de l'épuisement. Donc il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une stratégie très offensive dans ce domaine. Les abeilles, la pollinisation indispensable pour la production des fruits, des légumes, eh bien, les abeilles aux États-Unis, les populations d'abeilles, les ruches, se sont effondrées de près de 60% en l'espace de 30 ans. Et pour la France, on a un chiffre très terrifiant. Il y a 20 ans, on récoltait en France 30 000 tonnes de miel. L'année dernière, en 2014, c'est tombé à 10 000 tonnes. Donc un effondrement aussi qui manifeste évidemment l'effondrement en amont des populations d'abeilles. Et puis avec le réchauffement climatique, les choses vont s'aggraver parce qu'il y aura beaucoup d'espèces qui n'arriveront pas à s'adapter sur place et qui n'ont pas non plus des possibilités de migration vers le nord. Et ce qui serait logique, effectivement, c'est que toutes les espèces migrent vers le nord pour garder les mêmes gradients de température,
beaucoup d'espèces ne sauront pas le faire. Et si vous me demandez quelles espèces ne sauront pas le faire, moi, je ne saurais pas vous répondre, parce qu'il y a sur ce thème des débats à n'en plus finir, où personne n'est tout à fait d'accord, tout simplement parce que sur ce point précis, de l'impact du réchauffement climatique sur la biodiversité, on est encore très pauvre en données. Mais ce qui pourrait se produire, c'est un effondrement. Un effondrement, c'est ce qui s'est produit à l'île de Pâques. Alors c'est une histoire bien connue, qui était boisée, qui a laissé ces monuments très spectaculaires que tout le monde connaît, qu'on voit partout, un pic civilisationnel, ceci en gros à l'horizon 1200 après Jésus-Christ. Et puis on a coupé les forêts, notamment pour garder les troncs d'arbres, pour rouler les pierres qui ont permis de faire ces statues, mais aussi pour cultiver naturellement. Puis on a donc complètement déboisé l'île. Et puis, comme on est en climat subtropical, les pluies ont érodé le sol. Le sol est parti, le sol fertile est parti dans l'océan. Les ressources alimentaires se sont amenuisées. La biodiversité donc s'est effondrée naturellement. Et puis il y a eu des guerres tribales. Et puis petit à petit, la civilisation s'est complètement effondrée. Et quand le navigateur Roggeveen, qui était un Hollandais, a découvert le jour de Pâques, je crois que c'était en 1722, cette île que personne ne connaissait, eh bien, il ne restait plus que quelques malheureux. C'était la fin d'une civilisation. Alors évidemment, ce qu'il faut éviter, c'est que nous ayons le même sort, parce que l'île de Pâques était très isolée et qu'il n'y avait plus de contact avec l'extérieur. Mais la Terre est très isolée aussi, elle est seule dans le cosmos, elle n'a pas des ressources indéfinies, ces ressources sont limitées. Et si nous les épuisons, ben nous connaîtrons effectivement le sort de l'île de Pâques. Voilà ce qu'on peut dire sur l'évolution de la biodiversité. Il y a aussi le problème du réchauffement climatique. Alors à proximité de la COP 21 à Paris au mois de décembre, il y a une mobilisation générale sur le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique se manifeste dès à présent. Nous voudrions que le gaz carbonique qui en est responsable, qui provient des combustions des combustibles fossiles, on en dégage moins, beaucoup moins, pour limiter à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle l'augmentation des températures à l'horizon 2050. C'est ça que devrait décider la COP. Elle ne décidera pas. Elle ne décidera pas de degrés. Si tout va bien, si tout allait merveilleusement bien, ce qui n'arrive jamais dans les grands-messes onusiennes, eh bien, on limitera un peu quand même le dégagement des gaz carboniques. Alors, quelles sont les craintes en matière de réchauffement climatique? Alors, il y a d'abord la crainte d'accidents météorologiques extrêmes. Alors, ce sont les canicules, les inondations, bien sûr les grandes sécheresses qui introduiront sans doute de nouvelles famines avec les émeutes et les guerres qui résultent généralement des famines. Et puis, c'est la montée de la mer qui fera, alors il faut retenir ce chiffre, c'est le chiffre officiel de l'ONU, 250 millions de réfugiés climatiques à recaser à quelque part, ce qui est à Paris extraordinairement difficile à tenir. Nous avons actuellement ce tragique problème des migrants. On les compte par centaines de milliers, et là, il faudra les compter par centaines de millions. Problème ouvert, mais qui se posera inévitablement au petit bébé qui naît à Paris en ce moment même. Et quand il aura mon âge, il sera confronté à toutes ces problématiques. Alors voilà, ça c'est l'image un petit peu catastrophique devant laquelle on se trouve et où le monde de l'écologie parfois aime barboter. Je n'aime pas en rester là dans l'analyse de la situation parce que je rêve à la Terre que
nous allons laisser à nos enfants pour demain? Quelle terre pour demain? Alors il y a une idée centrale, c'est que sur le plan cette fois-ci d'abord de l'économie et de la technique, il faudra aller vers une société dite décarbonée. Il ne faudra plus que toute la société fonctionne sur la combustion des combustibles fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon. Actuellement, c'est ce qui fait fonctionner les transports, c'est ce qui fait fonctionner le chauffage, c'est ce qui fait fonctionner l'agriculture, c'est ce qui fait fonctionner la chimie. Ce temps devra être révolu, ne serait-ce que parce qu'on arrivera forcément au fameux pic pétrolier et que, à l'horizon d'un siècle, les combustibles fossiles auront été épuisés. Et comment faire pour cela? Alors, nous allons aller vers les énergies renouvelables. Il se passe beaucoup de choses. Les énergies renouvelables, autrefois, quand on en parlait, c'était à la marge. Aujourd'hui, c'est plus à la marge. Aujourd'hui, c'est une ressource importante. Vous avez des initiatives nombreuses. L'Allemagne est tout à fait exemplaire à ce point de vue. Elle développe avec une hardiesse extraordinaire les énergies renouvelables. Les pays du Golfe, le Qatar, mais surtout Abu Dhabi, les Émirats, prétendent devenir, après avoir été les rois du pétrole, les rois du soleil. Ils ont tout à fait raison. Ils ont quoi à tenir avec le rayonnement solaire très important et les températures très élevées. Ils font des parcs photovoltaïques de très très grande surface dans le désert qui ne prennent pas par conséquent à des terres agricoles. Le problème chez nous, c'est que si on fait des parcs très importants, on mord sur les terres agricoles et il faudrait essayer de ne pas les mésutiliser trop rapidement. Vous avez l'Angleterre qui développe des parcs éoliens en mer très très importants, un immense projet britannique. Nous avons, nous aussi, qui développons les hydroliennes. Alors, l'intérêt des hydroliennes, ce sont des moulins qui tournent dans la mer et pas au-dessus, de sorte que ça tourne dans un sens avec la marée montante et dans l'autre avec la marée descendante, ou variable selon les courants. Mais ce n'est pas intermittent. Nos éoliennes sont intermittentes. Vous voyez parfois des éoliennes arrêtées quand il n'y a pas de vent. Là, le problème ne se posera plus. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont en évolution. Et puis, il y a la biomasse aussi. Alors, on estime, c'est le projet de l'Union européenne qui, sur ce point, est avancé. On estime que, disons, en gros, d'ici 30 ans, même 20 ans, puisque c'est un projet à l'horizon 2030, il y aura en Europe quelque chose comme 30% d'énergie renouvelable et ça devrait passer à plus de 50% à l'horizon 2050. Par conséquent, ça sera la source d'énergie la plus importante. Et puis, il y a l'agriculture dont mes amis Lydia et Claude vous ont parlé, je pense, tout à l'heure, donc je ne m'appesantirai pas sur ce thème, mais là aussi, les engrais chimiques qui consomment beaucoup de gaz à effet de serre pour les préparer, les fabriquer, et les pesticides qui font beaucoup de dégâts sur la santé. J'étais très, très fâché avant-hier, ou il y a 3 jours, en regardant le JT du soir. On parlait de cette brebis qui avait été dotée d'un gène de mollusque, la rendant phosphorescente. Et alors on a posé au présentateur la question, est-ce que les OGM sont dangereux pour la santé? Et naturellement, on a dit, mais pas du tout, aucune étude ne laisse apparaître un quelconque danger des OGM. Eh bien, c'était faux. C'était faux parce que c'est pas vrai. Parce que les OGM sont tous, ceux en tout cas qu'on utilise pour l'alimentation, des plantes qui contiennent des pesticides. Qui contiennent des pesticides. Et sur les pesticides, il y aurait beaucoup à dire. Les cancers, 145 000 morts par an en France chaque année. Il y a des causes.
il n'y a pas, chers amis, d'effet sans cause. Ça n'existe pas. Il y a des causes. Eh bien, malheureusement, les 10 OGM, comme les pesticides eux-mêmes, puisque ce sont des plantes pesticides, sont cancérogènes. Bon, ça, je peux vous l'affirmer parce que nous avons énormément travaillé sur la question. Mais il y a la puissance des lobbies qui est extraordinaire dans les médias. Nous avons vécu ça déjà, nous. Nous avons dit depuis très longtemps que le bio, c'est mieux que le pas bio. On a toujours été démentis par le ministère de l'Agriculture, par les grands lobbies scientifiques qui ont toujours dit « Mais non, il n'y a aucune différence entre le bio et le pas bio. » Bien sûr que si qu'il y a une différence. Et cette différence a été mise en évidence d'une manière totalement incontestable par une grande étude universitaire britannique publiée en 2014 qui fait la synthèse de 343 études portant sur le bio, où on apprend qu'il n'y a pratiquement pas de pesticides sur le bio, qu'il y a plus de nutriments, que ces nutriments sont protecteurs contre les maladies de civilisation, qu'il y a moins de métaux lourds. Bon, tout ça a été dit. Et donc, dans ce cas précis, c'est la Vox Populi qui avait raison, et non pas les pouvoirs, quels qu'ils soient, politico, médiatico, économico, tout ce que vous voulez. Eh bien, ça sera pareil pour les OGM. Il y a une majorité en Europe très importante, près de 70% de gens qui n'en veulent pas. C'est eux qui ont raison. Même si ce présentateur avait l'air très sûr de lui, il avait tort. Donc il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit à la télé, parce que la télé n'est pas détentrice des vérités éternelles. Voilà, et donc nous allons aller dans l'agriculture vers du bio davantage, vers de la permaculture, qui est une sorte d'agriculture qui étend à la seule agriculture bio elle-même un type de comportement et d'une manière d'être au monde différente de ceux, pour ceux qui la pratiquent, cette agriculture bio. Ils intègrent aussi tous les paramètres, disons, d'une écologie positive. Il y a quelques fermes qui s'installent aujourd'hui en permaculture. Alors ce sont des îlots dispersés ici ou là, où se constitue l'avenir. Et si je ne suis pas pessimiste, enfin en tout cas radicalement pessimiste, comme certains de mes collègues qui le sont mais qui ne le disent pas, ils ont raison, je leur ai souvent dit de ne pas le dire, c'est parce que je vois se multiplier les initiatives heureuses partout. Partout, il se fait des choses bien, qui vont dans le bon sens. Et si je parle d'îlots, ces îlots forment déjà un archipel. Et l'on peut considérer qu'à un moment donné, ça basculera dans le bon sens. Et c'est la société civile qui est engagée dans cette évolution, qui n'est pas une révolution, mais une métamorphose, comme dit Edgar Morin, une métamorphose que nous souhaitons. Je suis très frappé de voir combien la parole politique est décrédibilisée aujourd'hui. C'est ce qui frappe vraiment lorsqu'on entend parler nos concitoyens. Le relais doit être pris par la société civile, avec ici une remarque qui m'inquiète énormément, c'est que depuis que l'État a fermé les robinets pour ne plus beaucoup subventionner les territoires, les mairies, les départements, les dits organismes coupent les crédits aux associations, et on voit mourir un peu partout le mouvement associatif qui se trouve brusquement étranglé, ce qui est très embêtant, très embêtant. Alors je m'élève beaucoup contre ça. J'en suis victime moi-même d'ailleurs parce que nos subventions se sont écroulées d'un seul coup. Mais bon, nous ferons face. Mais je vois beaucoup d'associations qui me demandent mon parrainage pour essayer de les aider à surnager. On ne doit pas détruire la vie qui vient.
on ne doit pas détruire ce qui naît, ce qui est en train de naître, et c'est malheureusement ce qui actuellement est en train de se passer. Alors cette société civile, elle a été encensée par le pape dans son encyclique, un texte superbe qu'il faut lire, chers amis. Lisez-le. Le pape est un homme superbe, mais ce qu'il a écrit est superbe aussi. Et comme le disait Nicolas Hulot lors de la présentation de l'encyclique à Paris, il donne ses lettres de noblesse à l'écologie. Nous avons là maintenant un soutien qui nous permet de comprendre pourquoi François a pris le nom de François, parce qu'il s'est inspiré naturellement de François d'Assise. Et François d'Assise est le patron enfin, de l'écologie, parce qu'il a été un des tout premiers à s'intéresser d'abord aux pauvres et ensuite, et en même temps d'ailleurs, aux êtres vivants et aux animaux qu'il aimait et auxquels il parlait. Alors, je voudrais insister sur ce dernier point. Nous avons besoin d'un regain de spiritualité. Nous sommes dans un monde d'un matérialisme effrayant, d'un individualisme effrayant aussi. Nous sommes dans un monde où le moi-je ne cesse de l'emporter sur le nous, où la compétition ne cesse de l'emporter sur la coopération. Je lisais hier un article à propos des taxis où on disait qu'il faut s'habituer à ce que désormais tout le monde utilisera Internet pour évidemment avoir les prix les plus bas, ce qui entraînera des mutations énormes dans la société. Ça renforcera évidemment une compétition acharnée partout. Mais nous pensons avec Pierre Rabhi, en l'occurrence, qu'il l'a écrit dans un de ses livres et que nous avons repris dans ce dernier livre, Le monde a-t-il un sens, que l'avenir est à la coopération. Tout se passe, chers amis, comme si l'avenir de l'humanité, c'était la technologie. Eh bien non, je ne pense pas ça. Je pense que la technologie peut rendre des services, mais peut créer des problèmes gigantesques. Je me suis même demandé si la technologie ne finirait pas par déclencher des guerres mondiales si elle révélait des secrets d'État qui opposeraient les nations les unes aux autres. Il y a des risques partout, beaucoup de risques. Non, l'avenir de l'humanité, c'est une montée vers plus d'éthique, plus de spiritualité, que cette spiritualité soit laïque ou soit religieuse. C'est dans ce sens-là que devrait aller l'humanité si nous ne voulons pas qu'elle aille vers des catastrophes. Nous voyons bien combien le monde est dangereux. Nous avons vu hier cette horreur absolue par rapport à laquelle il faut agir vite et pas seulement par des discours. Moi, je pense vraiment qu'il faut multiplier les moyens en personnel pour surveiller ces fous extrêmement dangereux, ces barbares. Et s'il y a des économies à faire, il faut les faire sur d'autres domaines, mais pas sur celui-là. Puis il faut le faire dans le cadre européen, évidemment. Et ça traîne, paraît-il, ça n'avance pas. Et Daesh, ça avance vite. C'est effrayant, c'est terrifiant. Voilà. Plus de spiritualité, plus d'amour aussi. Et là, on retrouve ce que disait l'Indien, ce que disait Christophe Colomb sur les Indiens. Ils pratiquent l'amour fraternel. Ils s'aiment les uns les autres, dit-il. À ce propos, et pour terminer, je voudrais évoquer une belle rencontre qui a été pour moi très importante dans ma vie, avec un personnage que tous vous connaissez naturellement, c'est Théodore Monod. Je l'ai rencontré sur le tard. Bien sûr, je le connaissais comme l'immense savant qu'il était. Il savait tout sur les déserts. Il savait la géologie, la botanique, la zoologie, la microbiologie, l'anthropologie, l'ethnologie. Il savait tout. Il savait tout sur les déserts. C'était un immense savant. Vous savez, chers amis, un savant, c'est pas pareil qu'un chercheur. Un chercheur, d'habitude, est pointu sur un domaine précis.
est très étroit, mais c'est évidemment une nécessité pour faire avancer la science. Mais lui avait à la fois cette capacité d'être un bon chercheur et d'être un immense savant. C'était aussi un sage. Il a alerté beaucoup les opinions publiques sur les risques du nucléaire militaire et subsidiairement sur les risques du nucléaire civil. Et puis c'était un saint. Sage, savant et saint. Bon, des gens de cet acabit, vous n'en verrez pas beaucoup à la télévision. À la télévision, vous verrez les people qui n'ont rien à nous apprendre et rien à nous dire, mais dont nous suivons dans le détail les avatars de leur vie quotidienne. J'ai rencontré Monod parce que nous avons fait un livre ensemble. Nous avons enregistré des cassettes. Et quand on avait fini, moi j'ai remarqué ce vieil homme, il avait 96 ans, il avait envie de parler aux genoux que j'étais, tout au moins à ses yeux, puisque je n'en avais que 65. Et je l'ai écouté. Et il me dit, Jean-Marie, j'ai trouvé que vous étiez très optimiste. Oh, je dis non, je ne suis pas très optimiste, je suis réaliste, volontariste et bien entendu engagé à défendre les valeurs qui nous sont communes. Oui, il me dit, bien sûr, ça je le sais, mais vous savez bien, comme moi, qu'en 2100, puisque ça se passait en l'an 2000, en 2100, il n'y aura plus un être humain sur la Terre. Oh, ben, j'ai dit, dis donc, vous êtes pessimiste. Vous pensez qu'en 2100, il n'y aura plus un être humain sur la Terre? Ben, il me dit, non, je ne pense pas, j'en suis sûr. Ah bon? J'ai dit, ah bon? Alors il me dit, écoutez, regardez les vaches. Quand vous voyez les vaches dans un champ, qu'est-ce qu'il y a de plus paisible qu'un troupeau de vaches? Vous savez, Jean-Marie, c'est pas pour rien que les hindous considèrent la vache comme le modèle de la vie subhumaine. Est-ce que vous avez lu les textes de Gandhi sur les vaches? Ah oui, j'ai dit, je les connais bien, ils sont magnifiques, c'est très beau. Alors maintenant, vous regardez les chimpanzés. Les chimpanzés, ils sont plus intelligents que les vaches, mais ils se disputent tout le temps. Ils se courent après avec des bâtons, ils se tapent dessus, ils se réconcilient aussi parfois, alors ils s'épouillent. Et puis parfois ils font des guerres. Et est-ce que vous savez que quand il y a des guerres entre deux tribus de chimpanzés, il y a parfois un mort sur le terrain? Le drame de l'humanité, c'est que nous ressemblons beaucoup plus aux chimpanzés qu'aux vaches et que nous sommes une espèce effroyablement agressive, Jean-Marie. Vous avez réalisé ça. Nous sommes très agressifs. Nous sommes fiers comme tout. Quand nous fabriquons des armes et quand nous les vendons, alors c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe toutes les semaines maintenant avec l'Arabie Saoudite, ce que je trouve vraiment très, 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 très déraisonnable. Très, très déraisonnable. C'est une poudrière, dangereuse poudrière, le Moyen-Orient. Et on donne des armes, et encore des armes, et encore des armes. Ça crée de l'emploi. Ben d'accord. Ben, il faudrait mieux créer de l'emploi pour fabriquer les armes et puis les jeter dans la mer à la sortie. Ça ferait moins de dégâts. Bien. Il m'a dit, est-ce que vous savez qu'on dépense 1900 milliards d'euros chaque année pour le commerce des armes? Il en faudrait 13 fois moins, 140 milliards, pour nourrir le milliard d'hommes qui ne mangent pas à sa faim. Nous sommes parfaitement compétents et capables de trouver les 1900 milliards, et nous sommes incapables de trouver les 140. Voilà. Et même me dit, et vous pensez, vous, qu'une espèce comme ça a beaucoup de chances de survie à terme? J'entends des rires. C'est une bonne question. C'est une belle question. Il a évoqué aussi naturellement un éventuel conflit nucléaire qui pourrait nous détruire tous. C'est vrai, mais pas la vie. S'il y avait un conflit nucléaire, la vie pourrait continuer sur Terre parce qu'il y a des bactéries, des bestioles, des scorpions qui sont capables d'encaisser des doses de radioactivité beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes que nous. Et puis il me regarde avec ce regard bleu profond et il me dit, je sais ce que vous pensez, Jean-Marie. N'est-ce pas, me dit-il, nous sommes chrétiens tous les deux.
Alors il y a le fameux « aimez-vous les uns les autres ». Et ouais, j'y reviens, puisque déjà Christophe Colomb en parlait. Et vous avez l'impression que ça marche, ça? Bon, je ne dis pas trop, non. Ça marchote. Ça marchote. Oh non, qui me dit Jean-Marie, écoutez, ça fait 2000 ans qu'on répète ça dans toutes les églises. Et les protestants, nous, dans les temples, ils étaient protestants. Mais ça ne marche pas. Et est-ce que vous savez pourquoi ça ne marche pas? J'ai dit, non, mais écoutez, je n'ai pas réfléchi à ça. Elle m'a dit, ça ne marche pas parce qu'on n'a jamais essayé. Pour de bon, il tape à grands coups sur la table, il dit, pour de bon, vous comprenez, Jean-Marie. Parce que si on essayait ça pour de bon, plus d'armes, plus de guerre, plus de gens qui meurent de faim, plus de gens qui ne sont pas soignés, c'est un autre univers. C'est ça l'avenir de l'humanité. Et il disait, comme moi, ce n'est pas la technologie, même si ça rapporte beaucoup d'argent. C'est pas ça. L'avenir de l'humanité, c'est ce que nous disons en ce moment. Puis je vois une larme qui coule. Et puis il me dit, je voudrais vous poser une question. Est-ce que je peux? J'ai dit oui. Alors il me dit, vous comprenez, j'ai beaucoup de regrets aujourd'hui parce que je suis à la fin de ma vie. Puis je m'aperçois que l'essentiel, je ne l'ai pas dit. Parce que c'est ça qui est essentiel. Si on est capable de s'aimer, au minimum de s'écouter, de se respecter, de se comprendre, alors les conflits, y compris écologiques, se désamorcent. Parce qu'on fait ce qui est bon pour l'avenir de l'humanité et pas pour l'avenir de l'économie au jour le jour. Alors je voudrais vous demander quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? J'ai dit 100% d'accord. Alors vous pourriez lire dans vos conférences. Est-ce que vous le diriez? Ben, j'ai dit oui. Ah. Et voilà, il fond en larmes, il me tombe dans les bras, je le serre dans mes bras, nous nous quittons, nous nous embrassons, je prends le train pour revenir à Metz, ça se passait au muséum, je note tout ce qu'il m'a dit et tout ce que je viens de vous dire, et mon eau disparaît quelques mois plus tard. Et dans une conférence, voilà-t-il pas que quelqu'un vient me voir à la fin et me dit « Je suis le fils de Théodore Monod ». Ah, j'ai dit « Ah oui, alors vous avez entendu ce que j'ai raconté ?» Il me dit « Oui, j'ai surtout compris pourquoi vous l'aviez calmé, parce que vous savez, il était angoissé, comme c'est pas possible. On a tout essayé, les médicaments, la psy, et ça marchait pas. Et puis après, il était calme. Vous l'avez calmé, vous l'avez rassuré. » Ben, j'ai dit « Oui. » Voilà. Eh bien, je me rappelle de ce jour d'octobre 2008. La banque Lehman venait de s'effondrer. Et Nicolas Sarkozy est apparu à la télé en disant cette chose incroyable que vous avez peut-être oubliée, mais que je vous rappelle, vous l'avez entendu. Il s'engage à ce que tous les Français puissent continuer à aller à la banque, prélever sur leur compte en banque des euros. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, parce que vraiment, on croit que tout le système économico-financier va s'effondrer du jour au lendemain. Alors, je me suis dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va recommencer comme pendant la guerre, où j'étais un petit garçon. J'avais la chance d'habiter près d'une ferme, dans la France profonde, en Auvergne. Et nous envoyions des colis aux pauvres Parisiens qui n'avaient rien à manger. Alors j'ai dit, peut-être que ça commencera. Comme j'ai de l'expérience, je sais comment il faut faire, et comme j'habite à côté d'une ferme encore aujourd'hui, ça serait donc la même chose. Après, je me suis dit, non, ça ne va pas s'effondrer complètement du jour au lendemain. Mais enfin, l'île de Pâques s'est effondrée. Puis j'aimerais autant qu'avec les Grecs, on s'arrange demain. Parce que sinon, ça peut secouer très dur. Et nous sommes dans un monde extrêmement fragile, chers amis. Alors je me suis dit, je vois beaucoup de jeunes dans les lycées, dans les facs, dans les collèges, dans les écoles. Ils sont pour l'écologie, ils sont pour la nature. Mais ils la voient sur leur écran, ils ne sont pas dedans. Moi, j'étais dedans. Moi, j'ai vécu dans les arbres, dans des cabanes qu'on construisait sur les arbres. Je prends tous les paris que vous ne verrez pas des jeunes ados dans les arbres aujourd'hui. Ils sont sur leurs écrans.
Alors je me dis, comme ça va être difficile de les remobiliser dans une nouvelle alliance, si nécessaire, avec une nature que nous ne massacrerons plus, mais que nous aimerons affectivement, intuitivement. Puis je me dis, alors peut-être qu'on tournera une page de cette civilisation où la cupidité et l'individualisme sont si puissants, où l'argent est tout puissant. Et ici, je me sens un adhérent au discours du pape François. Et je me suis dit, et si, pour éviter les catastrophes qui pourraient venir, qui ne sont pas exclues, nous inventions pour de bon la civilisation de l'amour. Merci, chers amis. Nous allons prendre quelques questions. Évidemment, après une ouverture pareille. C'est une ouverture qui est une fermeture de la session. C'est vrai. Jean-Marie, on se connaît bien, je voudrais te poser une question. Tu dis qu'effectivement, au niveau de l'agriculture, il y a énormément de choses qui sont faites. Qu'est-ce que tu penses de tous ces îlots dont tu as parlé, dont on travaille pour ces gens-là, de la pression, j'irais même pénitentiaire, enfin, ou de tribunaux, pour des gens qui essaient en fait de travailler sur la biologie, de travailler sur des choses qui étaient faites par les anciens et qu'ils sont en fait attaqués au niveau de la justice. Et je pense que tu le sais autant que nous, en fait, les pressions sur certains produits qui sont interdits pour des agricultures biologiques. Qu'est-ce que tu en penses ? Lydia, tu as parlé des anciens. Il y a quelque chose dans notre société qui me choque beaucoup. C'est que nous sommes gavés, mais gavés comme les oies, par le mot innovation. L'idée, c'est qu'il faut à tout prix que tout change tout le temps. Parce que ça crée des nouveaux marchés, ça fait marcher la machine économique. Mais qu'à l'inverse, nous avons de l'indifférence, sinon du mépris pour la tradition. Précisément, comme tu le dis, pour le savoir des anciens. Pire encore, quand on se réfère à ce savoir, on va en justice. Voilà. Eh bien, écoute, je trouve ça terrible. Je vais prendre un exemple précis dans mon domaine à moi. Je suis au départ un spécialiste des plantes médicinales. Et je me suis orienté très tôt vers le savoir des anciens dans le monde entier, c'est-à-dire de ces tradipraticiens qui soignent avec des plantes dans leur culture. À la suite de beaucoup de missions autour du monde, j'ai rencontré beaucoup de ces grands guérisseurs. J'ai été impressionné par leur savoir. Mais comme je suis aussi un scientifique à l'occidental, nous avons dans notre laboratoire de l'Institut européen d'écologie à Metz examiné, vérifié ce qui nous avait été dit à propos de telle ou telle ou telle plante médicinale. Inconnue de nous, inconnue de la médecine occidentale. Nous avons étudié sur 20 ans 20 plantes. Et nous avons constaté que sur les 20, il y en avait 15 qui avaient effectivement les propriétés que nous ont indiquées les guérisseurs. Ce qui prouve que les savoirs anciens ne sont pas des savoirs en l'air et que nous avons tout intérêt à nous intéresser à ces traditions et à faire qu'elles se perpétuent.
C'était notre engagement, et c'est encore notre engagement dans le cadre de la Société d'ethnopharmacologie que nous avons créée dans ce but. Alors, je suis quelqu'un qui croit que nous pourrions apaiser notre société, nous pourrions un peu la refroidir pour ne pas être dans cette effrayante agitation, stressante, traumatisante, où tous les 2 jours, il y a une nouvelle idée qui germe et qui crée la panique chez un groupe ou un ensemble de Français, parce qu'ils ne savent plus comment ils seront mangés demain, ils ne savent plus ce qu'ils vont devenir, ils ne savent plus s'ils iront au chômage. On épouvante les gens, mais je vois ça, je suis frappé de ça. On épouvante les gens, on épouvante les fonctionnaires en disant on va changer leur statut, on épouvante toutes les professions libérales parce que maintenant il y a le Macron, on épouvante tout le temps, on épouvante les taxis, on épouvante tout le temps. Bon, mais il y a des traditions qui méritent d'être respectées. Voilà. Et je pense que quand il y a, pour répondre précisément à la question, des procès qui vont dans le sens de ceux qui maintiennent les traditions, comme les agriculteurs quand ils veulent s'échanger les graines, par exemple, et qui ne peuvent plus s'échanger les graines, c'est insensé. Et nous devons nous opposer à ça. Eh bien, chère Lydia, nous le faisons. Toi et moi. Bonjour. Bonjour. Vous avez dit que M. Monod ne passait pas à l'époque beaucoup à la télévision, contrairement à d'autres personnes qui avaient beaucoup moins de choses intéressantes à dire. La première radio de France, Europe 1 à peu près, première ou deuxième, appartient à Lagardère, qui est un missilier, enfin qui est aussi le propriétaire du missilier MBDA, vendeur de missiles, un des premiers vendeurs de missiles européens. Le Figaro, premier ou deuxième journal de France, appartient à Serge Dassault, qui fabrique des avions que vous regrettez de voir achetés par le Qatar, plus que l'Arabie Saoudite, mais c'est pareil. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que quoi que ce soit change tant que nous sommes intégralement informés par des médias qui n'ont aucun intérêt à ce que quoi que ce soit change? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il n'est pas grand temps que tous, ici, citoyens, ceux qui sont intéressés par la cause écologique, d'autres intéressés par la cause de santé, d'autres intéressés par les questions monétaires, d'autres par la géopolitique internationale, mais qui ont bien conscience que rien n'est traité sous le bon angle dans les médias traditionnels, s'unissent pour faire un média de réinformation digne de ce nom. Merci. Oui, vaste question, Jérémy. En 1996, sont apparus les OGM. Un ami revenant d'une rencontre à Kuala Lumpur me dit « Tu sais, Jean-Marie, tu devrais t'intéresser de très près aux OGM. » Et je lui ai dit « Étienne, c'est quoi ?» Personne ne connaissait les OGM, personne. On a longuement discuté, bon, j'ai creusé la question. J'ai compris que c'était un domaine à risque. Je me suis engagé. J'ai écrit un bouquin qui vaut plus un clou, parce qu'il est complètement dépassé. Naturellement, je l'ai écrit en 1997. Et j'ai mené, au début, avec très peu de soutien, une campagne pour dire attention. Attention à des risques. Ces risques, ensuite, nous les avons mis en évidence avec mon ami Gilles-Éric Serraligny et Corinne Lepage. Nous avons alerté les opinions publiques. Et il s'est trouvé, quand même, que 70%, pas tout à fait, de l'opinion européenne s'est déclarée, dans les sondages de l'Union européenne, hostile aux OGM. Et la conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'OGM en Europe. Il n'y a pas actuellement d'OGM en Europe. Il y a des autorisations d'OGM, mais il n'y a pas de culture massive, en tout cas pas du tout comme
en Amérique du Nord et du Sud, ou en Inde, ou en Chine, massifs d'OGM en Europe. Donc, c'est par la société civile que nous avons, en tout cas, ralenti cet engouement pour ces plantes OGM. Actuellement, il y a une pétition qui est lancée pour qu'on étiquette la viande provenant d'animaux nourris par des tourteaux de soja d'Amérique et qui mangent par conséquent des OGM. Je prends cet exemple parce que je pense qu'il est significatif. Nous sommes en démocratie. Le pouvoir, disons, que vous avez évoqué à l'instant, est énorme. Souvent, j'ai pris ma réaction par rapport au journal de France Bleu la semaine dernière, qui a été une réaction forte, je vous l'avoue. Je vais faire une lettre, comme je fais dans ces cas-là souvent, pas tout à fait inutile d'habitude, mais je suis absolument sûr, avec vous, je prends tous les paris, que d'ici quelques années, ça en sera des OGM comme c'en est de l'agriculture biologique. Plus personne aujourd'hui, dans les ministères et chez les scientifiques, ne dit les OGM, les bio et le pas bio, c'est pareil. Plus personne ne le dit. Il y a un an, tout le monde le disait. Voilà, ben ça sera pareil. Donc nous avons peut-être, en tant que lanceurs d'alerte, un petit peu d'avance, si vous voulez. Mais nous sommes aidés par ce qui est souterrain, par d'innombrables petits médias, mais qui sont proches des gens. Je vois combien souvent je suis sollicité pour donner une opinion à des supports de presse ou de radio que je ne connais pas du tout, mais qui existent. Il y a toute une vie souterraine. C'est ça, en fait, la société civile. Et de ce point de vue, je ne désespère pas du poids que cette fameuse société civile peut et devrait et devra avoir en pesant de plus en plus lourd. En tout cas, c'est l'engagement dans lequel je suis moi-même, et ça me prend beaucoup de temps, et comme je suis un généraliste de l'écologie, je suis dans ce domaine-là pratiquement tout seul, puisqu'il faut que je parle de tous les sujets possibles et imaginables de l'écologie, que ce soit l'urbanisme, l'écologie humaine, l'écologie urbaine, l'écotoxicologie, l'éthopharmacologie, le réchauffement, la biodiversité, la toxicologie de l'environnement. Bon, c'est un domaine immense, mais voilà, je pense que nous avançons. Je pense que nous n'avançons pas assez vite. C'est ce que vous pensez sûrement, je le pense aussi, mais nous avançons quand même. Donc il ne faut pas désespérer, il faut continuer. En tout cas, continuer d'espérer et agir en conséquence. C'est malheureusement sur cette dernière question que nous allons conclure cette matinale. Merci encore, Jean-Marie Pelt, merci beaucoup.